Le grand dialogue. Sigikafoba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Cheniberi. Haludmoundi. Cheniberi. Sigikafoba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons parler de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Notamment, beaucoup de personnes ont constaté cette situation qui est que la circulation sur les corridors routiers est un véritable calvaire pour les passagers en général et les étrangers en particulier. Les corridors routiers maliens sont réputés les plus difficiles à parcourir. Alors, pour parler de ce sujet, nous avons invité 3 personnes. Saliou Guiro, spécialiste du transport et expert en facilitation du commerce. Seydou Diawara, député ex-directeur général de la douane, et Isiaka Ousmane Koulibaly, transporteur, membre du comité de facilitation du corridor Lomé-Ouagadougou-Sikasso-Bamako. Je suis Mouhamadou Touré, mesdames et messieurs, bienvenue. Le grand dialogue. Alors, je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Nous allons commencer par la circulation des biens. Monsieur Koulibaly, vous, que pensez-vous de toute cette situation que traversent les citoyens pour traverser d'un pays à un autre? Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je remercie le studio Tamani pour pouvoir nous inviter à faire le débat sur la circulation routière. Donc, ce que je pense sur la libre circulation des personnes sur les différents corridors, on doit se référer normalement sur le rapport de l'Observatoire des pratiques anormales. Aujourd'hui, sur les corridors de l'espace IMOA, surtout au niveau des corridors du Mali, vraiment, le Mali est toujours le premier pays en matière de la mauvaise gouvernance routière. Il y a trop de tracasseries sur les corridors du Mali. Sur la circulation des personnes, en général, moi je ne comprends pas ce que les gens tentent de faire sur le terrain. Mais normalement, on est à la directive 8 et la décision 15 qui nous a déjà parlé. Et le Mali a transposé au niveau national avec un arrêté interministériel de 33-14. Bon, vraiment, qui a limité les contrôles, qui a limité les documents de contrôle. Mais jusqu'à présent, ça ne va pas. Alors, Monsieur Guiro, pourquoi jusqu'à présent ça ne va pas, et particulièrement au Mali? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Mon prédécesseur a parlé des réglementations communautaires. Il a parlé de la transposition dans la réglementation nationale. Mais le constat est là. La traversée des corridors maliens, c'est un calvaire. C'est peut-être les agents qui sont sur le terrain, certainement, ou ils méconnaissent la réglementation, ou tout simplement, ils ne veulent pas appliquer cette réglementation. Mais je dois dire que leur présence sur le terrain est déjà un problème. Il a parlé de ces réglementations, mais il n'a pas dit ce qu'ils disent. Ils disent qu'il faut réduire le poste de contrôle. Et ce n'est pas le cas. Donc forcément, les agents sont là. S'ils ne veulent pas appliquer la réglementation et que les postes ne sont pas réduits, les gens souffriront. C'est la porte ouverte à tout. D'accord. Honorable Seydou Diawara, vous êtes un ex-directeur général de la douane. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui explique réellement cette situation? Bien. Bonsoir à tous les auditeurs. Merci M. Touré. Je crois que la question que vous posez, c'est une question très importante. Dans l'espace intégré, que ce soit UEMOA ou CEDEAO, en tout cas la première condition pour que l'intégration puisse s'affirmer, ça c'est la libre circulation des biens et des personnes. Je crois que cette volonté politique a été manifestée, donc ça s'est traduit par les différents actes et règlements de l'UEMOA. À l'interne des pays, il faut les transcrire. Après cette transposition, il faut l'appliquer. Et dans ça, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a certainement les agents publics qui sont chargés du contrôle, avec des missions bien définies. Il y a les acteurs qui doivent effectuer le transport des personnes et des biens. La question qu'on doit se poser, c'est que tous ces acteurs ont une idée, une connaissance parfaite d'abord de toutes les réglementations. Les agents publics, c'est vrai, même en tant que fonctionnaires, dans d'autres circonstances, on se rend compte d'abord les personnes
font l'objet de beaucoup de tracasseries de façon inutile. Et pour moi, pour mieux résoudre ce problème de la circulation des personnes, il faut d'abord est-ce que les citoyens est toujours identifiés comme il faut. Dès qu'il y aura toujours cette faille au niveau des personnes qui sont en mouvement, forcément, il y aura occasion de contrôler. Est-ce que les compagnies de transport routiers dressent une liste exhaustive avec toutes les références, avec d'identification des personnes transportées? Il y a toute cette lacune qui doit être justifiée. Mais néanmoins, on doit toujours essayer de s'adapter à cette volonté communautaire qui est autant que possible alléger le contrôle des personnes et des biens sans pourtant délaisser de côté l'aspect sécurité. Parce qu'avec l'apparition des phénomènes nouveaux que nous connaissons aujourd'hui, insécurité, blanchiment d'argent, donc les gens sont obligés de contrôler. Mais ce contrôle doit être fait de manière professionnelle. Et en respectant les textes, M. Guiraud l'a dit tout de suite que les textes de l'UEMOA et de la CEDEAO, parmi ce qu'ils demandent, il y a la réduction des postes. Et quoi d'autre? Non, c'est la réduction des nombres de postes, la réduction des temps de contrôle. Donc, dans les systèmes de contrôle, il faut toujours procéder par des ciblages. Cela nécessite d'abord une formation de ceux qui sont chargés de ce contrôle-là. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils doivent chercher. Mais dès lors que les gens ont l'opportunité, que ce soit des citoyens qui traversent des frontières, qui n'ont pas de pièce d'identité, c'est difficile de laisser de telles personnes circuler. Donc ça donne occasion aux agents de contrôle de le faire. Sinon, entre Bamako et Bougouni, on pourrait trouver 2 points d'arrêt. Ils en ont réduit. Bougouni, Sikasso, vous allez être confronté à 3 arrêts, les mêmes agents qui rentrent dans le même car pour vérifier l'identité. Mais si déjà un point de départ, avec un contrôle d'identité qui est effectué, et que les postes intermédiaires peuvent accéder aux résultats de ce contrôle, ça peut alléger la chose. D'accord. Donc forcément, les gens doivent s'adapter à ça, revoir leur méthode de travail et rester autant que possible dans l'esprit des textes réglementaires. D'accord. Monsieur Koulibaly et Monsieur Diawara l'a dit tout de suite, il peut y avoir un problème de connaissance de ces textes au niveau des agents. Alors si on voit que concernant la réduction des postes, ça a été un succès, on peut le dire entre guillemets. Pourquoi, au niveau de la sensibilisation des agents, ce n'est pas fait? Est-ce que c'est, une mauvaise volonté? Merci beaucoup. Si vous avez vu qu'on a réduit les postes, parce qu'on a fait beaucoup de sensibilisation. On a fait beaucoup d'émissions de sensibilisation et d'information au niveau des postes de contrôle. On a donné beaucoup de documents aux agents de contrôle. On a donné, qui a donné? Nous, le Comité national de facilitation de transport, dont je suis membre. D'accord. Nous, on a fait beaucoup d'émissions, on a fait des rapports. C'est à partir de ces missions qu'on a identifié. Comme Guiraud vient de dire, dans la directive 8 de l'UEMOA, on a dit de limiter le nombre de postes de contrôle. Le départ à la frontière et à la destination finale, qui est les formalités effectives des marchandises. Bon, pour la décision 15, on a dit que les services habilités à contrôler, on a parlé des 5 services habilités à contrôler, mais en général, on va trouver dans les postes de contrôle plus de 10 services à contrôler, dans les postes de contrôle. Donc maintenant, la volonté politique, comme Honorable vient de dire, moi je pense qu'au niveau des agents de contrôle, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'eux-mêmes ils font, sinon ce n'est pas les textes, ils connaissent bien les textes. Je vous donne un exemple. Quand un agent va demander une carte de vaccination à un passager, au poste de Bougouni, au poste de Sikasso, qu'est-ce qu'on peut expliquer ça? Parce que tout a été défini dans l'arrêté interministériel 3314, qui a été transposé au niveau national, dont le ministère de tutelle ont signé. Ce n'est pas quelqu'un qui va l'apprendre à dire ça. Quand elle va dire au poste de Bougouni ou bien à la frontière, tu vas demander une carte de vaccination. On a bel et bien dit s'il y a une épidémie de maladie, l'OMS va prendre la disposition avec les États pour moins sécuriser les frontières. Quand il n'a pas la carte de vaccination, qu'est-ce que toi tu peux faire là-bas? Ça dépend de l'argent seulement et puis il l'envoie. Tu ne peux pas le vacciner ni rien. La carte de vaccination, c'est ça le grand problème. Mais quand l'État malin a dit maintenant qu'on peut utiliser les cartes de Nina comme pièce d'identité, maintenant, entre guillemets, ça a un peu allégé, sinon c'est la même chose. Quand quelqu'un qui n'a pas de pièces, on dit une infraction, 1000 francs. Dans quel texte on trouve au Mali une infraction de pièces d'identité, c'est 1000 francs? Il n'y a pas de texte par rapport à ça. C'est la carte qui coûte 1000 francs. Mais s'ils ont des dispositions, ils peuvent faire un enrôlement au niveau du poste de contrôle. Tu fais un enrôlement, la personne qui n'est pas, il a son acte de naissance, tout ça là.
il paie les 1000 francs après, avec ces mêmes 1000 francs, il peut aller prendre la carte. Maintenant, tu prends 1000 francs avec la personne, tu ne donnes pas de quittance. Vous avez parlé de ce problème de carte de vaccination, mais il y a également ce problème de carte d'identité même également. Quand on voit que quelqu'un qui vient du Burkina Faso, en venant au Mali, on lui demande ses pièces, il fournit une pièce d'identité burkinabé, et on lui demande de payer de l'argent parce qu'il n'est pas malien au niveau des postes maliens. Qu'est-ce qui explique cette situation également? Mais c'est ça, ils ont une culture de la carte seulement. Sinon, comment il est dans l'espace IMOA, il est burkinabé, il est malien, il y a la différence. C'est une tête communautaire qui dit qu'il a la différence. Il dit que tu es burkinabé, tu payes 1000 francs. Il y a la différence entre une pièce burkinabé et une pièce malienne. Donc vous pensez que les agents savent de quoi il s'agit? Ils savent de quoi il s'agit, mais ils ne veulent pas voir les étrangers à leur propre yeux parce que les étrangers souffrent tellement sur le terrain. Mais le rapport dit que le Mali est le premier pays en matière de la mauvaise gouvernance routière. C'est par rapport aux passagers. D'accord. Monsieur Saliou Guiro, est-ce que vous partagez son avis? Absolument. Et je vais ajouter que si la situation persiste, on est obligé de le dire, il y a l'absence de volonté politique. Je connais des pays où ces textes sont appliqués presque intégralement. Je sais, il n'y a pas très longtemps, on pouvait quitter Ouagadougou pour arriver jusqu'à la frontière du Mali sans être contrôlé, sans arrêt. Le contrôle se faisait juste à la frontière. On me dit que maintenant, ça s'est détérioré. Mais je sais que de la frontière du Burkina jusqu'à Accra, il n'y a pas un seul arrêt. Je ne sais pas comme l'a dit, j'ai fait le trajet moi-même. Et je m'informe régulièrement. Donc, il y a une absence de volonté politique, il faut le dire. D'accord. Monsieur Diawara, comment expliquez-vous cette absence de volonté politique signalée par Monsieur Guiro? Bon, le constat, il est amer. Il est vrai. Mais moi, je crois que je l'ai dit tantôt, chaque acteur doit jouer le rôle. Un citoyen qui est dans les normes. Et là, sa pièce d'identité. Quelqu'un te donne des permis, il faut refuser. Moi, en tant que citoyen, que les transporteurs, l'ensemble des voyageurs qui sont sensibilisés aussi. Là où on demande indûment de payer, ils n'ont qu'à refuser. D'accord. À ce niveau, il y a un petit souci parce que vous refusez de payer souvent, on vous enferme et la voiture va partir vous laisser. Donc, pour éviter d'être en retard... On ne peut pas les enfermer. C'est pour que je dis, pour un départ, il appartiendra au syndicat des transporteurs de dénoncer le fait. Si jamais les gens refusent de payer les 1000 francs, avec des passagers qui ont tous leurs pièces d'identité, qui n'ont pas commis d'autres infractions, d'autres crimes. Mais qui va les enfermer? Celui qui les enferme porte plainte. Moi, c'est à ce niveau-là aussi. Et un manque de contrôle hiérarchique au niveau de ces agents. Parce que le contrôle interne est efficace. Mais les directions régionales, les directions centrales ne mènent pas de contrôle interne sur le terrain. Donc, ce manque de volonté politique, c'est une réalité. Le manque d'ignorer ses droits du citoyen, ça aussi c'est une réalité. Les transporteurs, ils doivent pouvoir comprendre, défendre leurs intérêts. Pouvoir dire devant l'agent, ces passagers, il est en règle, il ne paiera pas. Il peut le dire. Même si, au début, ça va créer un peu, mais ça fera tache d'huile. Donc pour moi, chacun doit s'y mettre. D'abord, les autorités politiques doivent renforcer le contrôle interne sur les agents sur le terrain. On ne le fait pas néanmoins, puis on s'arrête. C'est des forces de contrôle inopinées qui peuvent intervenir à tout moment pour voir le comportement de ces agents. Mais M. Diawara, au-delà de ce contrôle interne, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les autorités ne savent pas que cette situation existe puisque tout le monde en parle. Non. Pour moi, je ne peux lier qu'au déficit de contrôle interne. Sinon, ça reviendra à dire que le pouvoir politique est au courant de ça et ferme les yeux là-dessus. Vous pensez que le pouvoir politique n'est pas au courant de ça? Il peut être informé. Il est informé. Et pourquoi il ne réagit pas? Qu'est-ce qu'il doit faire pour réduire cela? On a beau réduire le nombre de postes de contrôle, est-ce que sur le terrain, un agent qui vient, le superviseur qui vient à un poste observer les pratiques, hérite faire un rapport contre les agents qui sont là-bas. C'est ce type de rapport de contrôle que je parle. Mieux que les transporteurs aussi opposent une résistance, dire que je ne le ferai pas, ça c'est la réglementation communautaire, la réglementation nationale qui nous interdit de payer cela. Mais si les transporteurs veulent toujours trouver un terrain d'entente, ok,
mais chacun doit s'y mettre. Le citoyen d'abord, le transporteur qui assure le service public et l'autorité qui est là, qui doit assumer sa mission de service public. Chacun doit s'y engager. On a beau dénoncer, mais tant qu'on n'a pas cette prise de conscience, de poser la résistance, je ne dis pas d'aller en rébellion contre les réglementations, hein, mais tout ce qui est indu, créer l'incident même s'il le faut. D'accord, on reviendra sur ce sujet par rapport au rôle de chacun vers la fin de ce débat. Mais M. Isiaka Ousmane Koulibaly, on a parlé tout de suite de la libre circulation des personnes. Concernant la libre circulation des marchandises, où se situe le problème? Bon, M. Touré, merci beaucoup. C'est le même problème avec le gros porteur. Bon, vous savez, on a toujours dit, je vous ai toujours dit qu'on a fait des sensibilisations au niveau des ports de contrôle pour dire aux forces de contrôle vraiment de faire la réglementation en matière, de se référer sur les contraventions prescrites dans le 33-14. Mais imaginez au poste de contrôle, on dit que s'il y a un cumul d'infractions, il faut payer 10 000 francs, l'article 120 du code de la route. Mais les agents, quand les chauffeurs refusent de donner l'argent, ils peuvent amener les infractions jusqu'à 30 000. Quand tu prends un quittance de 30 000 du trésor, tu vas donner à qui? C'est au procureur qui doit lui donner. Il va faire quoi avec ça? Rien. Donc, quand Honorable dit qu'on peut refuser des payer, oui, c'est bien dit, mais à un moment donné, quelles sont les mesures d'accompagnement que si tu n'as pas payé? Quelles sont les mesures d'accompagnement? On n'a pas besoin de faire une résistance de ne pas payer. C'est-à-dire qu'on a deux aux agents de faire leur travail conformément au texte. Même quand le texte dit de tuer quelqu'un, quand tu tues la personne, le texte va te protéger. Mais quand tu fais bien à quelqu'un se plaint, il n'y a pas de texte, mais il y a des problèmes. Quand il y a les réglementations. Maintenant, moi, je pense qu'au niveau des postes de contrôle, même les chefs, les chefs de poste, ils devaient déposer un rapport au niveau du procureur de la République qui a été dit dans le code de la route, dans son article 121. Ça ne se fait pas. Ou bien au juge de compétences étendues du territoire. Ça ne se fait pas. Mais comme vous venez de dire, mais tout le monde sait aujourd'hui, que ça ne va pas. Parce que tout le monde voyage. Maintenant, les marchandises, et ils vont garer les véhicules, surcharge, tout ça. Quand un agent va dire aujourd'hui surcharge des poids, hors gabarit, mais c'est l'autorité qui doit gérer ça. Ouais. Il va laisser les camions faire 30 minutes, on est en train d'intervenir, chaque jour on intervient. Il y a un numéro vert, le 80 00 5566. Ils sont là permanemment, même tout de suite, je viens d'appeler. L'autre jour, on a pris des véhicules, des balles de coton, paye 3 000 francs, sans quittance, soit tu ne passes pas. Paye ça, on est en train d'intervenir jusqu'à présent. Maintenant, le point focal qui se donne à la Direction nationale des transports, avec le policier et le commandant de la gendarmerie, chaque fois on appelle. Quand on appelle ça, on laisse quand on appelle ça, mais ils savent déjà qu'on ne fait pas ça. Mais ils ne réagissent pas. Je vais vous dire quelque chose. La traversée même du Bamako aujourd'hui pour les gros porteurs, c'est un calvaire. Mais quand un agent va dire que le véhicule ne répond pas aux critères de la douane, tout ça là, il n'est pas un expert. Il n'est pas un expert. Comment il va demander que le véhicule ne correspond pas aux critères de ça? Est-ce que lui c'est un expert? Au port de contrôle, un agent qui va demander une viande. Mais la carte de transport est associée à la viande. Quand il va dire que le véhicule était une fourgonnette, c'est plateau. Lui, c'est pas un expert. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il va pas. Il prend seulement, il envoie au service compétent. Mais quand tu prends l'argent, tu as là à faire. Ce n'est pas le rôle d'un agent au poste de contrôle. Mais à Bamako aussi, ça c'est un régime purement policier. Tu vois les policiers courir derrière le gros porteur, on dirait qu'ils sont en train de tuer quelqu'un. Mais on a donné des heures réglementées pour qu'on circule sur Bamako. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce n'est pas aller voir le corridor. Hein. Et ici, vous devez voir le gros porteur à Bamako seulement. Tu vois, ce que tu ne dépenses pas sur la route Abidjan-Bamako, c'est ça que tu dépenses dans la ville même de Bamako. Ils avaient dit qu'ils vont mettre des ports secs, tout ça là, mais il y a des calvaires. La distribution des marchandises là, ça c'est, je ne sais pas. C'est un problème. Monsieur Saliou Guiro, quelque chose à ajouter par rapport à ce défi de la circulation des marchandises, notamment au Mali? Oui, je voulais revenir déjà à la question qui avait été posée, ou plutôt à la suggestion qui avait été faite par l'honorable Diawara. Il dit que les transporteurs refusent de payer. Bon, c'est peut-être possible. Il y a des transporteurs qui peuvent peut-être le faire, mais combien? Mais est-ce que c'est ça la solution? Je ne pense pas. Parce que quand le transporteur, si c'est un transport de voyageurs par exemple, il a ses voyageurs, il refuse de payer, le policier, il se trouve quelque part, hein, je ne sais pas où,
En tout cas, il n'a aucun secours. Il ne peut recourir à personne. Mais il va passer la nuit avec ces voyageurs. Qu'est-ce qu'il fera? Bon, il pourra peut-être aller déposer plainte après. Mais il aura passé la nuit avec ses passagers. Et d'ailleurs, ces passagers risquent de le frapper parce qu'ils ne vont pas accepter cette situation-là. Oui. Ça, c'est pour parler de la suggestion de l'honorable. Alors, pour revenir donc à la circulation des marchandises, oui, c'est le même problème. Il y a des réglementations et elles ne sont tout simplement pas appliquées. On revient encore au contrôle. Ces 3 contrôles, c'est dans les textes communautaires et c'est dans un arrêté interministériel qui a été pris au Mali. Au départ, la marchandise, à la frontière et au moment des formalités à l'arrivée. Donc le camion n'a rien à faire à être arrêté. Quand il vient par exemple de Lomé, qu'il arrive à Erema-Konon, qu'il est contrôlé, mais il ne devrait plus être contrôlé jusqu'à Bamako si c'est Bamako sa destination. Mais Dieu seul sait combien de contrôles il va subir encore. Perte de temps, perte d'argent parce qu'il va payer des dessous de table pour passer. Bon, on lui dit il faut refuser de payer. Oui, quelquefois ça arrive, mais uniquement lorsque, par exemple, le propriétaire de la marchandise est une organisation institutionnelle. Parce que je suis tombé sur des camions comme ça, à Kouri, 3 camions de l'UNICEF, avec des cargaisons de l'UNICEF en plus. C'est des dons. Ils étaient arrêtés là, je leur dis qu'est-ce que vous faites? Ils attendent qu'on leur envoie de l'argent de Bamako. Parce qu'il paraît que pour atteindre Bamako, ils vont payer entre 180 000 et 200 000. Eux, ils n'ont pas l'argent. Et c'était des transporteurs étrangers. Ghanéens, Togolais, je crois. Eux, ils n'ont pas refusé. Ils n'ont tout simplement pas l'argent à payer. Ils sont restés. Le transitaire, c'est le transitaire qui leur a dit il faut 180 000 à 200 000 pour atteindre Bamako. Mais un autre transporteur qui a des marchandises d'un commerçant X, lui ne va pas rester. Il ne va pas attendre. Et on lui aura déjà donné l'argent d'ailleurs au départ, parce que le transporteur le commerçant a intégré, et le transporteur aussi, les coûts de traversée du territoire. Donc il donne l'argent au chauffeur, tu donnes tel montant à tel poste, ainsi de suite. Ça peut aller à 200 000 ou beaucoup plus. Quelle est la solution? Encore volonté politique et probablement sanction des agents indélicats qui sont sur les corridors. Mais déjà, il faut qu'on respecte la règle fondamentale qui est contrôle au départ, à la frontière et aux formalités à l'arrivée. Le véhicule ne doit pas être arrêté sur la route. Sinon, là aussi, on peut parler de sécurité. La disposition a prévu cela, des brigades mobiles. D'accord, de sécurité. On va revenir à cette question tout de suite. Monsieur Diawara, tout de suite, vous avez soulevé l'implication de tout un chacun. Il y a Monsieur Guiro qui estime que les agents sont au courant de ces textes, mais ils ne veulent simplement pas les appliquer. Il y a Monsieur Koulibaly également qui estime que par rapport aux mesures prises pour impliquer les agents, le citoyen lambda également, c'est-à-dire appeler par exemple le numéro vert, certains le font, mais rien ne change. Pourquoi? Bon. Quand j'ai fait la proposition, c'est à défaut, c'est-à-dire à une meilleure application des dispositions réglementaires. Forcément, la responsabilité première, c'est le pouvoir public qui s'est engagé, qui a pris des textes, qui a commis des agents pour le service public. Ils doivent assurer le contrôle hiérarchique de ces agents. Mais pour que cela soit fait, mais que les acteurs, transporteurs, passagers, s'implique, obliger les agents à faire respecter leurs droits. Donc, cela, il faut le faire nécessairement. Certains le font selon M. Koulibaly, mais ça n'a rien changé. Il faut aller. Est-ce qu'il peut me citer le nombre de plaintes déposées par les transporteurs? Que ce soit minime, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que ces plaintes déjà ont été répondues positivement? Tous les passagers disent qu'ils sont en règle vis-à-vis de la réglementation, l'identification des passagers, qui n'ont pas commis d'autres infractions. Ensemble, ils refusent de payer à un poste.
Mais ces postes de contrôle, il ne peut pas les mettre tous en prison. Il ne peut pas. Donc, il faut que les gens arrivent à recourir aux solutions faciles. Il faut éviter. Donc, si chacun veut que les agents publics respectent, leur chef hiérarchique doit les contrôler. Ceux qui subissent ces tracasseries doivent résister et dire non. Mais on peut dire l'inverse également, vous l'avez dit, les premiers responsables sont le pouvoir public. Si le pouvoir public également respecte les textes, est-ce que le citoyen lambda ne sera pas obligé de les respecter? Comme déjà, le constat aujourd'hui, c'est que ce déficit, cet excès de mauvais traitement sur les passagers, c'est le pouvoir public qui est le premier responsable. Mais dès lors qu'on constate qu'il ne joue pas son rôle à travers ses agents, celui qui subit cette tracasserie doit montrer au pouvoir public que j'ai droit à être sécurisé, à être protégé. C'est ça, c'est cette prise de conscience auquel je voulais parler. Maintenant, pour la circulation des marchandises, dans ces volets, il y a toujours le contrôle par rapport aux moyens de transport, il y a toujours le contrôle par rapport à la marchandise. J'avoue qu'à ce niveau, si vous rentrez dans la vérification, vous allez être surpris. Très peu de commerçants respectent la réglementation à la matière. Tous ceux qui sont, peut-être les organismes ou quelques entreprises publiques, privées, peuvent bien déclarer. Mais tous ceux qui sont dans l'ordre du commerce traditionnel, commerce informel, c'est source de fraude à tous les niveaux. Par rapport à l'élément de taxation, par rapport à la nature, par rapport au nombre, il y a toujours ce problème, ce déficit dans le contrôle. Si on avait dit avec trié au niveau au sein de la CEDEAO, qu'il y ait une seule garantie au départ, quelqu'un qui souscrit une déclaration triée pour transit inter-État, vous payez la caution là-bas, jusqu'à la destination, vous ne devez plus rien payer. D'abord, les États n'ont jamais mis d'accord sur ce principe, qu'il y a un seul document. Vous faites ça à Lomé, arrivez au Burkina, vous allez établir, arrivez à la frontière malienne, vous allez établir. Le seul pays qui voulait avoir un transit unique, c'était peut-être le Mali et le Sénégal, mais personne n'a jamais accepté le paiement à un seul niveau de la transaction. Il veut dire que le problème à caution là, ça va servir la sécurité de la marchandise, qui ne va pas enlever, en tout cas ôter au service de contrôle de destination d'assurer tous les contrôles. Donc il y a cet aspect, c'est toujours cette tentative de ne pas respecter les règles en la matière qui donne l'occasion aux agents de vouloir intervenir. Parce que dans beaucoup de cas, en vérifiant, vous allez trouver qu'il y a des anomalies. Mais ce n'est pas une raison de les perturber. Si on prend les camions en charge, et aussi avec les outils de travail, avec l'interconnexion des différents systèmes de traitement, une marchandise enregistrée à Abidjan, à Lomé ou à Dakar, au moins au Mali, on peut savoir déjà dans son bureau de destination, tel camion, tel numéro, avec telle quantité de marchandises doit arriver. Donc ça peut faciliter le travail. Les États doivent travailler à ça d'abord, mettre les outils de travail performants entre administrations, que chaque administration se dote, que les outils des États soient interconnectés, donc qu'ils puissent faire l'échange d'informations le plus facile, qu'à destination, les agents arrivent à intégrer des critères de sélection pour faire le contrôle. C'est que sur aujourd'hui, on ne peut pas se mettre la route à contrôler 300 camions qui passent par une route, ce n'est pas possible. D'accord. Monsieur Koulibaly, Monsieur Diawara vient de le dire tout de suite, l'État, les agents de l'État sont les premiers responsables. Mais pourquoi également les commerçants, le citoyen lambda ne respectent pas les règles, selon vous? Merci beaucoup. Mais s'il s'agit de la facilitation, de la fluidité, mais quel est le rôle de la population lambda par rapport à ça? Guido vient de te dire, la directive 8 dit, au départ, quand tu as contrôle au départ, tu fais un scellement. Le véhicule est déjà scellé. Il est venu à la frontière, c'est contrôler le plan intact. Mais il continue. On ne peut pas ouvrir, on ne peut pas déplomber pour voir qui est dedans, qui n'est pas dedans. On ne fait pas ça. Normalement, au dernier poste de dédouanement, il a donné l'exemple. Quand tu as ticket d'Abidjan aujourd'hui, tu as été scellé. Tu es venu à Zégo à Pogo, on a vérifié que le scellement est bon, mais tu continues. Qui va te contrôler là-bas? Tu continues.
Mais il dit que les États ne sont pas tombés d'accord sur ce principe. Mais ils ont mis une telle la mise en œuvre, ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas nous qui allons prendre les pots cassés de la mise en œuvre de ces documents. C'est eux qui ont signé. Avant de signer quelque chose, il faut réfléchir, voir est-ce que l'application c'est faisable. Si une fois qu'ils ont signé déjà, mais il ne faut pas dire qu'il y a un problème à l'application. Donc, quand aujourd'hui, toi, il viens de dire que moi, j'ai quitté aujourd'hui Abidjan pour venir à Bamako. Mais je suis déjà contre la CIWA. Les autres postes sont des postes intermédiaires. Ce sont des postes intermédiaires. Il faut que tu passes, tu n'es pas contrôlé. Mais pourquoi tu restes dans les postes quand tu contrôles encore sur les plans? Tu contrôles le plan, le macaron là, on a posé un macaron, le macaron là c'est bon, puis tu passes. C'est ça ils ont dit. Et le Mali a transposé ça en un arrêté interministériel aussi. Mais en tout cas, moi je sais. Aujourd'hui, le Mali, c'est le premier pays en matière de la transposition des textes communautaires. Mais encore, c'est le délai aussi à l'application. Sinon, ce qu'on a train de dire là, il a dit que les transports privés, les transporteurs ne sont pas sur le terrain, c'est les chauffeurs qui sont sur le terrain là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça là? On a sensibilisé, on a informé les chauffeurs. Même les chauffeurs ont des contraventions. Même s'ils montent de contravention, ils vont monter une note de service. Ils vont monter une note de service. Je vais donner un seul exemple. Moi, je veux dire tout de suite que la décision 15 dit qu'il y a 5 personnes qui doivent contrôler. La police, la gendarmerie, la douane, les eaux offertes, la santé, les pistes sanitaires et les eaux sanitaires. Mais tu vas trouver dans n'importe quoi les mairies, d'autres syndicats, les impôts. Est-ce que tu trouves ça normal s'il y a la volonté politique? Est-ce que le maire ne peut pas avoir au moins un autre mécanisme de faire recourir ses taxes, c'est pas le poste de contrôle? Et les impôts là, qu'est-ce qu'ils vont faire le poste de contrôle? Mais c'est là, on est en train de dire, s'il y a l'application des textes, on ne peut pas avoir tout ça là. Mais que le transporteur soit d'accord, mais le commerçant soit d'accord, oui ou non, si lui, il est en train d'appliquer, s'il est en train de faire là, il n'a pas de choix. Qu'on sait communiquer sur quelque chose, laisser les textes, ça c'est la manque à guerre pour l'État. Donc maintenant, ce que moi je dis, c'est tout ce que je viens de dire. Si on a respecté les textes, on ne va pas de problème. Les personnes, les marchandises, c'est une fluidité, une facilité totale. Mais si on ne respecte pas les textes, on reste dans le même scénario. Il parle des postes de sécurité. Là. Il a parlé des commerçants également qui ne respectent pas les textes. Mais comment un commerçant peut... Comme il va respecter un texte. Il a payé déjà ses marchandises au niveau de... Il a payé au niveau de l'extérieur. Ça vient au port. Il a rempli toutes ses formalités. La machine a été chargée dans les camions et a été scellée. Mais ceux qui sont au port là-bas, c'est qu'ils vont sceller avec l'erreur ou bien c'est le transporteur qui doit le faire? D'accord. Avant de vous donner la parole, M. Guiré, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous vouliez dire par rapport à cette question? Non, bon, j'ai dit que les non c'est le douanier qui va prendre le décision. Et à ce côté, comme je l'ai dit tantôt, la douane a cette difficulté même à mieux appréhender les marchandises. Aujourd'hui, au niveau international, un camion qui est chargé pour 40 millions de valeur. Dès le départ déjà, la personne peut disposer d'une facture qui fait moins de 10 millions. Je prends un exemple. Le transporteur n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. Arrivé, et ça circule comme ça. À l'arrivée, on se rend compte que forcément, ils n'ont pas donné la valeur juste. L'État est allé même à mettre le programme de vérification des importations en place, qui a permis d'améliorer un peu. Mais là, non, parce qu'au niveau international, la déclaration de la valeur n'est plus une exigence en Europe ou ailleurs. Ce n'est pas leur problème. Qu'une marchandise qui quitte l'Europe, que vous mettez un franc, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Que ce soit en Chine, c'est le pays le plus ouvert à tout ça. On fabrique les factures à la tête des gens. On fabrique les produits contrefaits. Et ça vient comme ça. Ça vient dans les conteneurs. En mettant plus de contrôle au niveau du port, on dit qu'il faut alléger. En allégeant, il faut accepter le document tel que ça vient. On fait le contrôle à la frontière et on doit continuer jusqu'à destination. D'accord. Mais quelqu'un peut venir ouvrir ses conteneurs à Zégoua, faire ses dédouanements et rajouter d'autres produits à ces marchandises. Donc c'est assez compliqué. Et
Moi, je ne rends pas les transporteurs responsables de tout cela. Mais ça nécessite qu'il y ait le contrôle. Mais même si on a la bonne volonté, aujourd'hui, avec le flux des camions, il n'y a pas les différents axes, il n'y a pas de journée où tu ne peux pas voir 300, 400 camions qui circulent, de tout genre. Des camions qui sont sous douane, des camions qui ont fait des opérations de dédouanement en cours de route. Et les services ne peuvent qu'aller que sur un choix sélectif pour faire le contrôle. Donc il faut former les agents, il faut les donner les outils et qu'il y ait des solutions. On va en revenir. Voilà. Monsieur Guiro, est-ce que le rajout des marchandises également après contrôle n'est pas une réalité comme l'a signalé Honorable tout de suite? Bon, alors, je le laisse entre lui et le transporteur. D'accord, le transporteur. Mais ce que je voudrais dire, on a beaucoup parlé de qu'est-ce que le transporteur doit faire quand il est en règle et qu'il est harcelé par la police, la gendarmerie ou la douane. Le transporteur, le chauffeur de car avec ses passagers, ils sont tous en règle, mais ils sont harcelés. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, le projet Mali Justice, un projet de l'USAID, est en train de tester des possibilités. Est-ce qu'on peut juste terminer avec ça et revenir aux mesures prises par rapport au transport, le rajout des marchandises après contrôle, est-ce que ce n'est pas une réalité, monsieur Diawara? Bon, Koulibaly, pardon. Mais, monsieur Touré, c'est bon, là, on devait poser la question aux commerçants. Parce qu'on a dit maintenant que les commerçants ne peuvent pas faire les formalités, tout ça, c'est au niveau des commerçants, parce que nous, on ne détient pas les documents des commerçants. Mais ce que moi, je peux vous dire, une fois que le véhicule a été dédouané à Zigua, il n'a plus sous douane. Oui, mais c'est le transporteur. Mais pardon, il n'est pas sous douane. Mais quand il y a un additif de chargement, ce qu'ils vont mettre sur le véhicule encore, c'est avec le même document, ils vont mettre avec le même document. Ce n'est pas la même déclaration qui a quitté au niveau du port, parce que quand il a eu son D25 au niveau du port, arrivé à la frontière, le transporteur fait le coulissage à partir du document, qui met ça dans un carnet-trier. Mais ce qu'il rajoute, est-ce que cela ne nécessite pas notre contrôle? Mais qu'est-ce qu'il va ajouter? Qu'est-ce qu'il va ajouter? Ce qu'il va ajouter, il faut qu'on cherche ce qu'il va ajouter, le rajout aussi à ces pièces. Et quand tu fais descendre, en général, quand tu fais descendre une marchandise au niveau de la douane pour des formalités, et si les formalités sont terminées, il doit recharger un autre camion. Mais ça trouve qu'il y a des pièces. Ce n'est pas le transporteur qui va charger une marchandise qui n'a pas de pièces. Si c'est dans les foires, là, d'accord, mais ça quitte à l'extérieur, il va faire comment ça? Ils ne le font jamais. D'accord. Honorable, le rajout également n'a pas sa pièce? Bon, c'est le rajout ou bien la soustraction. Donc ça, c'est les deux, c'est possible. J'ai donné cela comme un cas. D'accord. Si ça a été répondu, merci. Tout de suite, je vais revenir à vous. Monsieur Koulibaly, est-ce que également, avec la situation d'insécurité qu'on vit dans le pays, est-ce que ces contrôles également ne sont pas une nécessité? Si, bien sûr, ces contrôles sont bien faits, est-ce que ça ne nécessite pas, quand vous parlez de rajout tout de suite, ça a été contrôlé au début, on sait qu'il n'y a rien là-dedans qui peut nuire à la sécurité des personnes maliennes. Aujourd'hui, si on rajoute quelque chose d'autre, on ne sait pas de quoi il s'agit. Est-ce que cela ne nécessite pas... Mais on rajoute à quel niveau? À quel niveau? S'il va diffarguer sur notre route pour aller ajouter quelque chose, d'accord, mais si ça rajoute devant les agents même qui vont faire ça. Le transport n'acceptera jamais d'aller laisser le corridor pour aller faire le rajout de la... Il n'acceptera jamais faire. C'est 1% des transports qui vont faire ça. Sinon, si c'est le rajout, c'est au niveau de la douane là-bas. Monsieur Guiro, est-ce que l'insécurité ne nous force pas à multiplier les contrôles? Alors, si on demande aux agents chargés du contrôle, c'est ce qu'ils diront. Mais en réalité, on vient de démanteler quelques postes sur des corridors, bien qu'il y ait l'insécurité. Parce que finalement, je crois, la sensibilisation apportée, les autorités ont compris qu'il ne s'agit pas de contrôle de sécurité. Il s'agit davantage de racketter les usagers des corridors, malheureusement. Nous avons des hommes en tenue de valeur. Il ne s'agit pas de les attaquer tous, mais il y a certainement beaucoup plus de brebis galeuses, d'agents indélicats, qui en fait vont sur les corridors pour leur poche et non pour assurer la sécurité. Je voulais rebondir également sur cette question de ce qu'on introduit ou de ce qu'on sort. Je sais que le Ghana a déjà institué le suivi
par GPS des camions en transit. Quitte le port de Tema jusqu'à la frontière au Burkina. Aucun arrêt, aucun contrôle. Les véhicules sont suivis par satellite. La Côte d'Ivoire l'a fait. Il y a une convention qui a été signée entre les douanes maliennes, burkinabé et ghanéennes pour instaurer le même système sur ce corridor ghanéen jusqu'à Bamako. Mais c'est le Mali et le Burkina qui traînent les pieds. À Dakar, ça n'a pas été fait. Alors, ça permet de régler le problème d'arrêt des véhicules pour recharger. Parce que quand un véhicule nous allons rester dans ces mesures. Vous étiez en train de parler du projet de projet Mali Justice, oui. Là, ça, bien avant ça, vous avez posé juste 2 minutes et il ne nous reste plus que 5 minutes. Donc le projet Mali Justice. Oui, nous avons écouté les usagers de la route, commerçants, transporteurs. Nous avons fait des études. Nous avons organisé des focus group. Et nous avons compris ce qu'ils veulent. Le commerçant de bétail, il ne peut pas garder son bétail dans le camion et le laisser mourir, sachant bien qu'il ne trouvera personne pour le défendre, pour que son cheptel sa cargaison lui soit remboursée. C'est la même chose pour les transporteurs de mangue ou de tomates. Donc, nous avons compris qu'il faut mettre un dispositif en place pour leur permettre de se plaindre. C'est les bureaux de plainte qui ont été créés à Sikasso et à Koutiala. Donc un opérateur économique peut, si un agent indélicat lui impose quelque chose, il peut appeler tout de suite pour avoir des conseils, ou il peut décider tout simplement de payer, mais il prend les précautions de noter c'est qui, c'est à quelle heure, quel agent, et au retour, il dépose plainte au bureau, et le bureau va instruire sa plainte. Au besoin, l'accompagner jusqu'au tribunal. Ça, c'est donc à Sikasso et à Koutiala. On a créé également une plateforme pour la libre circulation des personnes et des biens. M. Koulibaly en est membre. Cette plateforme existe à Sikasso. C'est pour faire le plaidoyer justement auprès des autorités. Il y a des autorités régionales de chacun de ces corps habillés qui sont sur les corridors pour que ces tracasseries cessent. Donc nous sommes dans cette dynamique et nous espérons que si ça se montre efficace, on pourra l'étendre à d'autres parties du Mali, notamment à Kaï, par exemple, sur le corridor le plus important pour le Mali, pour le commerce extérieur du Mali. D'accord. Monsieur Koulibaly, est-ce que vous pensez que ces mesures suffisent pour changer la situation ou vous pensez qu'il faut prendre d'autres mesures différentes de celles-ci? Oui, bien avant ça, moi, je vais répondre à la question parce que vous avez posé la question à Guidoké avec l'insécurité, est-ce que le contrôle, même chez Touré, le contrôle et la sécurité, mais c'est différent. D'accord. Aujourd'hui, moi, je sais, aujourd'hui, quand nous, on a fait la mission, sur les 47 postes, on a éliminé 11. On a éliminé 11 postes de contrôle, mais quand on a éliminé le poste de contrôle dans l'entrée du Ségou, mais la population, ils ont marché, la sécurité. Non, on a dit c'est pas le contrôle qui va amener la sécurité. D'accord, désolé, il ne nous reste plus beaucoup de temps par rapport aux mesures. Qu'est-ce que vous proposez? Aux mesures. Et quelles mesures? Les solutions. Les solutions, voilà. Bon, par rapport, toujours, vraiment, on continue les mêmes sensibilisations. On continue les mêmes sensibilisations. Vraiment, c'est qu'il faut avoir au moins de la volonté politique pour pouvoir... parce que quand Diawara dit qu'il n'y a pas de plainte, déjà que le résultat de l'observation des pratiques anormales, ça c'est pour tout le monde. On a donné même des derniers rapports sur le semestre. On a vu que c'est le même résultat. L'État doit référer sur ces mêmes résultats pour aller voir ses agents comme on allait le faire. D'accord. C'est ça la solution. Monsieur Honorable Diawara, est-ce qu'on peut s'attendre à une meilleure prise en compte de ces défis au niveau du pouvoir public? Bon, c'est une obligation pour le pouvoir public, comme on l'a dit. Il ne faut écarter qu'une solution. Parce que si les choses devaient aller d'elles-mêmes, on ne serait pas à ce niveau. Oui, le respect des textes également est une obligation. C'est une obligation. Une obligation des résultats sur les engagements du pouvoir public. Il faut que des partenaires sociaux arrivent à interpeller le gouvernement sur ça.
comme ils le font déjà au sein de leurs différents groupements. D'accord. Espérons que le projet Mali Justice va pouvoir changer la donne. Et c'est ce qui met fin à ce débat. Nos invités, Saliou Guiro, spécialiste du transport et expert en facilitation du commerce, Seydou Diawara, député ex-directeur général de la douane, Isiaka Ousmane Koulibaly, transporteur, membre du comité de facilitation du corridor Lomé-Ouagadougou-Sikasso-Bamako. Je rappelle que ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et le projet Mali Justice, débat réalisé par Studio Tamani, présentation Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.